Mes parents ont organisé une fête somptueuse dans mon hôtel. Tu es assise à la table des enfants, là où est ta place, a ri ma mère. J'ai souri au serveur et j'ai répondu, en fait, annulez tout l'événement. Le directeur a hoché la tête, compris, madame. J'ai tiré parti de ma carrière pour offrir à mes parents un gala d'anniversaire de mariage de 46 000 €. Mais quand je suis arrivé, ils m'ont assise à la table collante des tout-petits pendant que mes frères et sœurs montaient sur scène. Alors, j'ai passé un appel téléphonique et j'ai annulé l'événement entier au beau milieu des toasts. Avant de continuer l'histoire d'aujourd'hui, nous avons une annonce urgente à faire. En raison de problèmes techniques, nous nous orientons vers une autre chaîne. Veuillez vous abonner à notre nouvelle chaîne, Lignée et Karma. Vous pouvez trouver le lien dans la description de la vidéo, le commentaire épinglé et l'étiquette de collaboration sur cette vidéo. Assurez-vous de changer de chaîne dès maintenant pour ne rien manquer. Merci pour votre soutien. Maintenant, retour à l'histoire. L'épuisement s'était installé profondément dans mes os, une douleur lourde et lancinante qui irradiait depuis la plante de mes pieds jusqu'à la base de mon crâne. C'était le genre de fatigue qui signalait généralement la fin d'une semaine de travail de 70 heures. Le genre qui exigeait un verre de vin et 12 heures de sommeil ininterrompu. Mais ce soir, le sommeil était une impossibilité. Ce soir était la nuit pour laquelle j'avais travaillé pendant 6 mois. Ce soir était la nuit où je prouvais enfin à Adrienne et Mathieu, mes parents, que j'étais bien plus que la marginale bohème qu'ils m'avaient étiquetée il y a une décennie. Je me tenais devant le miroir du sol au plafond dans la suite nuptiale de l'hôtel Le Saphir Impérial, lissant le tissu de ma robe en soie bleu marine. J'avais l'air professionnel, soigné et, surtout, prospère. En tant que directrice régionale des partenariats hôteliers pour le groupe Saphir, je n'étais pas seulement une invitée à cette fête. J'étais la raison pour laquelle la fête existait. Tu es très bien, Élodie. Arrête de faire des histoires, ai-je murmuré à mon reflet, essayant de calmer le battement d'anxiété dans ma poitrine. Mon téléphone a vibré sur la coiffeuse en marbre. C'était un message texte du directeur des banquets, paniqué au sujet de l'arrangement floral sur la scène principale. J'ai répondu en tapant une solution rapide, j'ai échangé les lys contre des orchidées, j'ai facturé la différence sur mon compte interne, et j'ai pris une profonde inspiration. J'avais tout couvert. La location de la salle de bal, qui coûtait habituellement 23 000 € pour un samedi soir, était offerte. Le repas à 3 plats pour 200 invités était réduit de 60%. Le bar à volonté était à ma charge. Au total, la valeur marchande de la célébration des noces de Ruby de ce soir pour mes parents approchait les 46 000 €. Ma contribution, la totalité. J'ai vérifié ma montre. 18h45. Les invités arrivaient. L'heure du cocktail battait son plein dans l'atrium, et les portes de la salle de bal principale étaient sur le point de s'ouvrir. J'ai attrapé ma pochette et je me suis dirigé vers l'ascenseur, mes talons claquant un rythme sec et autoritaire sur le carrelage poli. J'avais besoin d'être en bas pour m'assurer que la transition entre les cocktails et le dîner soit fluide. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes sur le niveau de la mezzanine, et le bourdonnement des conversations m'a envahi. L'air sentait le parfum cher et la richesse savoureuse des hors-d'œuvre. J'ai aperçu mes parents près de l'entrée, tenant court. Adrienne portait la robe émeraude que je l'avais aidé à choisir, et Mathieu riait bruyamment à une blague racontée par l'un de ses vieux amis de golf. Ils avaient l'air radieux. Ils avaient l'air fiers. Pendant une fraction de seconde, je me suis permis de ressentir une vague de chaleur. J'avais fait ça. Je leur avais offert ce moment. J'ai contourné le bord de la foule, avec l'intention de faire une dernière vérification de la disposition des tables avant que les portes ne s'ouvrent. Je me suis glissé dans la salle de bal, qui était actuellement vide, à l'exception du personnel de service effectuant les derniers ajustements. La pièce était à couper le souffle. Des lustres en cristal projetaient une lueur dorée et chaleureuse sur les tables rondes drapées de lin ivoire. Les centres de table étaient d'imposantes merveilles architecturales de roses blanches et d'amarante pendantes. Je me suis avancé vers l'avant de la pièce où la table d'honneur était dressée sur une estrade surélevée. Elle était dressée pour 6 personnes. Mes parents, évidemment, et ensuite 4 autres sièges. J'ai supposé que l'un d'eux était pour moi et les autres pour mes frères et sœurs, Hélène et Olivier, et peut-être la femme d'Olivier. J'ai parcouru les marque-places à la table d'honneur, souriant en admirant la calligraphie, Mathieu, Adrienne, Hélène, Marc, le mari d'Hélène, Olivier, Justine, la femme d'Olivier. Je me suis arrêté.
J'ai cligné des yeux, confuse, et j'ai relu les noms. Mathieu, Adrienne, Hélène, Marc, Olivier, Justine. Mon nom n'y était pas. Une goutte froide de malaise a glissé le long de ma colonne vertébrale. Ce devait être une erreur. L'équipe du banquet avait dû imprimer la mauvaise carte ou l'égarer. Je me suis tourné vers la table la plus proche, la table 1, réservée à la famille proche et aux personnalités très importantes. Mes yeux ont scanné les cartes. Ma tante, mon oncle, mes grands-parents du côté de mon père. Pas d'Élodie. Je suis passé à la table 2, rien. Table 3, rien. La panique a commencé à monter dans ma gorge, âcre et aiguë. J'avais planifié tout cet événement. J'avais signé les contrats. J'avais goûté le menu. Où étais-je assise? J'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert l'application numérique du plan de table que l'organisateur d'événements avait finalisé avec ma mère la veille. Je n'avais pas regardé la version finale parce qu'Adrienne avait insisté pour gérer elle-même la politique des places, prétendant qu'elle ne voulait pas que je stresse pour savoir où placer la grand-tante Mathilde. J'ai tapé Élodie dans la barre de recherche. L'application a effectué un zoom arrière, faisant défiler la section des personnalités très importantes, passant la piste de danse, passant les amis et voisins de niveau intermédiaire, jusqu'au coin arrière de la pièce près des portes battantes de la cuisine. Table 19. Je me suis dirigé vers le fond de la pièce, mes jambes me semblant étrangement engourdies. La table 19 était plus petite que les autres. Elle n'avait pas le grand et élégant centre de table florale. Au lieu de cela, elle avait un petit bol en plastique rempli de crayons de couleur. Il n'y avait pas de verre à vin. J'ai regardé les marque-places, Élodie, Sophie, 4 ans, Bastien, 3 ans, Lucas, 2 ans, Nounou, à déterminer. J'ai fixé la carte avec mon nom dessus, magnifiquement écrite à l'encre dorée, posée à côté d'une tasse à bec pour enfants. La trahison était pire que le diagnostic d'une maladie en phase terminale. C'était un effacement délibéré et calculé de mon individualité. Je n'étais pas l'hôte. Je n'étais pas la bienfaitrice. Je n'étais même pas une fille. J'étais la baby-sitter. Pendant une longue et angoissante minute, je ne pus plus bouger. Le bruit ambiant de l'hôtel, le cliquetis de l'argenterie, le bourdonnement lointain du système de chauffage, de ventilation et de climatisation se sont estompés pour laisser place à un silence bourdonnant. J'ai fixé cette table, la table 19, comme si c'était une scène de crime. Le manque de respect était si bruyant, si flagrant, qu'il en devenait physique. Une gifle au visage aurait fait moins mal. J'avais passé des semaines à négocier avec le chef exécutif pour obtenir le filet mignon au prix du poulet. J'avais utilisé des faveurs personnelles auprès du sommelier pour améliorer la sélection de vins. J'avais mis ma réputation professionnelle en jeu pour m'assurer que cette nuit soit parfaite pour eux, et ils m'avaient assise près des portes de la cuisine avec les tout-petits. Élodie. Oh bien, tu es là. La voix m'a tiré de ma transe. Je me suis retourné pour voir Adrienne s'affairer dans la salle de bal, le tissu de sa robe émeraude bruissant. Elle avait l'air frénétique, ses yeux balayant la pièce, cherchant les imperfections. Elle ne m'a pas regardé. Elle a regardé à travers moi, se concentrant sur le centre d'une table voisine. Maman, ai-je dit, ma voix sonnant creux à mes propres oreilles. Qu'est-ce que c'est que ça? Elle a finalement posé les yeux sur moi, puis a suivi mon regard vers la table 19. Une lueur d'agacement a traversé son visage, comme si j'étais un enfant se plaignant d'un genou écorché pendant un office religieux. Qu'est-ce que c'est que quoi? A-t-elle demandé en ajustant sa boucle d'oreille en diamant. Ma place, ai-je dit en pointant le marque-place. Je suis à la table des enfants, à côté de la cuisine. Adrienne a laissé échapper un petit soupir dédaigneux. Oh, Élodie, honnêtement, ne fais pas de scène. Nous étions un peu à l'étroit avec les chiffres. Les deux Varennes ont répondu à l'invitation tardivement. Tu sais à quel point ils sont importants pour le statut de ton père au club de golf et nous devions libérer 2 places à la table 4. C'était un cauchemar logistique. Alors, tu m'as déplacé? Ai-je demandé, luttant pour garder ma voix stable, à la table des tout-petits? Eh bien, c'était ce qui avait le plus de sens, a-t-elle dit, agitant la main comme pour chasser une mouche. Tu es si doué avec les enfants. Sophie et Bastien t'adorent. Et honnêtement, la conversation à la table d'honneur va être très adulte. Des discussions d'affaires, des investissements. Hélène et Olivier sont dans ce monde-là. Tu sais,
nous ne voulions pas que tu t'ennuies ou que tu te sentes déplacé. Le souffle a quitté mes poumons. M'ennuyer? Déplacé? Maman, ai-je dit, m'avançant d'un pas, ma voix tombant dans un murmure dangereux. Je suis la directrice régionale de cette chaîne d'hôtels. Je suis la raison pour laquelle vous vous tenez dans cette salle de bal. Je suis la raison pour laquelle il y a de la nourriture dans ces assiettes. Elle a ri. C'était un son léger et tintant qui m'a glacé jusqu'aux os. Oui, oui, et nous apprécions la réduction, ma chérie. Vraiment, nous l'apprécions. Mais soyons honnêtes, c'est ton travail. C'est du service. Tu es dans l'hôtellerie. C'est ce que tu fais. Tu sers les gens. Ce soir, nous avons juste besoin que tu aides un peu plus avec la famille. La nounou a annulé à la dernière minute, et nous ne pouvons pas avoir les petits-enfants qui courent partout pendant les discours. Elle a tendu la main et m'a tapoté la joue, un geste qui ressemblait davantage à une revendication de propriété qu'à de l'affection. Sois un amour et surveille-les jusqu'à ce que le gâteau soit coupé. Ensuite, tu pourras prendre un verre au bar. D'accord? Elle n'a pas attendu de réponse. Elle a tourné les talons et s'est éloignée en glissant vers l'entrée où Mathieu lui faisait signe de venir. Je suis resté là, figé. Les portes de la salle de bal se sont ouvertes et les invités ont commencé à affluer. Le niveau sonore a monté instantanément. Des rires, des salutations, le tintement des verres. J'ai vu ma sœur Hélène entrer. Elle portait une robe à paillettes argentées qui accrochait chaque lumière de la pièce. Elle m'a aperçu debout près de la table des enfants et m'a offert un sourire crispé et pitoyable avant de se tourner vers son mari, Marc, et de lui murmurer quelque chose. Marc a gloussé et m'a jeté un regard en arrière en secouant la tête. Puis est venu Olivier, mon frère, ajustant ses boutons de manchette. Il ne m'a même pas reconnu. Il a marché droit vers la table d'honneur, a tiré la chaise qui aurait dû être la mienne, et s'est assis, ressemblant à un roi contemplant son royaume. Mon estomac s'est retourné. J'ai ressenti de la nausée, j'ai eu chaud et froid tout à la fois. Je voulais hurler. Je voulais renverser la table 19. Je voulais marcher jusqu'au microphone et dire à tout le monde exactement combien coûtait cette fête et qu'il avait réellement payé. Mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, j'ai regardé le serveur verser du cabernet millésimé dans le verre d'Olivier, un cabernet que j'avais sélectionné. J'ai regardé Adrienne rire de quelque chose que disait Monsieur de Varenne, sa main posée sur le bras de Mathieu. Ils avaient l'air si à l'aise, si privilégiés. Ils pensaient avoir gagné. Ils pensaient que parce que j'étais la gentille, la pacificatrice, la fille de l'hôtellerie, j'avalerais simplement cette indignité comme j'avais avalé toutes les autres insultes depuis 29 ans. Ils pensaient que j'étais prise au piège par mon propre désir d'obtenir leur approbation. Mais alors que je regardais les portes de la cuisine s'ouvrir et se fermer, sentant la légère odeur de liquide vaisselle et de désinfectant qui s'en échappait, quelque chose s'est brisé en moi. Ce ne fut pas une rupture bruyante. Ce fut une séparation silencieuse et définitive. Ils avaient oublié une chose cruciale. Ils me voyaient comme de l'aide. Ils me voyaient comme du personnel. Et ils avaient raison. J'étais le personnel. J'étais la directrice. Et en tant que directrice, j'avais le pouvoir de refuser le service à quiconque. Pour comprendre pourquoi la table 19 n'était pas seulement une insulte, mais une déclaration de guerre, il faut comprendre la hiérarchie de la famille Waterloo. Mes parents, Adrienne et Mathieu, étaient des gens qui croyaient que l'image était la seule monnaie qui importait. Mathieu avait été un cadre intermédiaire dans la finance pendant 30 ans, n'atteignant jamais tout à fait la haute direction, mais dépensant comme s'il était le propriétaire de l'entreprise. Adrienne était une organisatrice communautaire, ce qui signifiait principalement qu'elle siégeait au conseil d'administration d'organisations caritatives auxquelles elle ne faisait aucun don, et qu'elle jugeait les arrangements floraux aux funérailles de ses amis. Ensuite, il y avait les enfants. Hélène, 35 ans, était l'enfant en or. Elle avait épousé Marc, un avocat d'affaires, juste après l'université. Elle avait fourni les deux petits-enfants de rigueur, Sophie et Bastien. Elle était vive, prompte à juger, et entièrement dépendante des revenus de son mari. Pourtant, elle se comportait comme si elle avait personnellement plaidé chaque affaire qu'il avait gagnée. Pour mes parents, Hélène était établie. Olivier, 33 ans, était le prince. Il était un entrepreneur en série, ce qui était le code familial pour désigner un chômeur avec des passe-temps coûteux.
il avait lancé une brasserie artisanale qui avait fait faillite, un cabinet de conseil en technologie qui n'avait jamais eu de clients, et il développait actuellement une application. Mes parents l'avaient sorti de l'endettement 3 fois au cours des 5 dernières années, leur coûtant près de 92 000 €. Pourtant, à chaque dîner de famille, Mathieu levait son verre à l'esprit visionnaire d'Olivier. Et puis il y avait moi, Élodie. J'étais l'erreur. L'accident naît 4 ans après qu'il pensait en avoir fini. Je ne correspondais pas au moule. Je ne m'étais pas marié à un homme riche. Et je n'avais pas de vision. Je travaillais. J'avais commencé à débarrasser des tables à 16 ans parce que mes parents oubliaient de me donner de l'argent de poche. J'avais financé mes études universitaires en travaillant comme auditrice de nuit dans un motel parce qu'ils avaient dépensé mon fonds d'études pour le mariage d'Hélène. Quand j'avais obtenu un emploi à la réception du groupe Saphir, ils avaient ri. Une réceptionniste ? Avait dit Adrienne en plissant le nez. Eh bien, je suppose qu'il faut bien que quelqu'un réponde au téléphone. Ils ne voyaient pas les longues nuits. Ils ne voyaient pas les promotions. Ils ne m'avaient pas vu passer de la réception à coordinatrice d'événements, puis responsable des ventes, puis directrice régionale. Tout ce qu'ils voyaient, c'était que je travaillais dans l'industrie du service. Pour eux, j'étais essentiellement une femme de chambre glorifiée. Mais lorsque leur 40e anniversaire a approché, soudain, mon travail a eu de l'importance. Élodie, ma chérie, avait ronronné Adrienne au téléphone il y a 6 mois. Nous voulons quelque chose d'élégant, et nous savons que tu as des relations. J'avais été si désespéré de leur plaire. Je voulais leur montrer que mon travail de service avait du pouvoir. Je voulais leur offrir une nuit si spectaculaire qu'ils seraient enfin obligés de me regarder avec respect. J'avais actionné tous les leviers que j'avais. J'avais utilisé mon fonds discrétionnaire annuel de directrice. Un avantage généralement réservé pour courtiser des entreprises clientes massives, afin de couvrir les frais de la salle. J'avais fait appel aux faveurs des fournisseurs à qui j'avais apporté des affaires pendant des années. J'avais organisé le menu, l'éclairage, la musique. J'avais construit cette nuit brique par brique, espérant que lorsqu'il se tiendrait sur cette scène, il me remercierait, pas seulement en tant que fille, mais en tant que professionnelle. J'ai observé depuis l'ombre près de la cuisine alors que les hors-d'œuvre étaient servis. Adrienne s'est levée, tapant sa cuillère contre sa flûte à champagne. La salle est devenue silencieuse. Bienvenue à tous, a-t-elle rayonné, sa voix amplifiée par le système de sonorisation que j'avais installé. Mathieu et moi sommes tellement touchés de vous voir tous ici. 40 ans. Cela n'a pas toujours été facile, mais nous avons bâti une vie d'amour, d'intégrité et de famille. Des murmures d'approbation ont parcouru la pièce. Nous avons été bénis, a ajouté Mathieu en se levant pour la rejoindre. Bénis d'avoir des amis, et bénis d'avoir des enfants qui nous rendent fiers chaque jour. Il a fait un geste vers la table. À Hélène, a-t-il dit en levant son verre. Notre roc, une mère merveilleuse et un pilier de soutien. Hélène a souri et a fait un petit signe de la main, se prélassant sous les applaudissements. Et à Olivier, a poursuivi Mathieu. Notre innovateur, qui repousse toujours les limites, qui nous apprend toujours à rêver grand. Olivier a hoché la tête, l'air solennel et important. Mon cœur martelait contre mes côtes. Dis-le, ai-je prié. Dis simplement mon nom. Reconnais-moi, c'est tout. Mathieu a fait une pause. Il a regardé la foule. Il a regardé droit au-delà de la table des enfants dans le coin sombre. Et à vous tous, a-t-il conclu, notre famille élargie. Merci d'être ici. Il s'est rassis. Il ne m'avait même pas mentionné. Ce n'était pas seulement une omission. Ce était une déclaration. Tu ne fais pas partie des nôtres. Tu es la mécanicienne qui répare la voiture, pas le passager qui roule dedans. J'ai baissé les yeux vers la table. Ma nièce Sophie venait de renverser du jus de pomme partout sur la nappe blanche. Ça dégoulinait sur mes genoux. Tata Élodie, a-t-elle gémi. C'est mouillé. J'ai levé les yeux vers la table d'honneur. Hélène riait de quelque chose qu'Olivier chuchotait. Adrienne se pavanait. L'antagoniste de mon histoire n'était pas un méchant portant une cape. C'était une femme vêtue d'une robe émeraude qui me saignerait joyeusement à blanc pour abreuver son propre ego. C'était un père qui ne pouvait pas voir au-delà de son propre reflet dans les yeux de son fils. Adrienne a croisé mon regard depuis l'autre bout de la pièce.
Elle a fait un geste subtil et sec de la main, pointant Sophie du doigt, puis pointant la porte. Emmène-la dehors. Elle fait du bruit. J'ai senti un calme étrange m'envahir. C'était le détachement professionnel glacial que j'utilisais lorsque je devais gérer des clients d'hôtels indisciplinés qui saccageaient les chambres et maltraitaient le personnel. Je me suis levé. Je n'ai pas pris Sophie dans mes bras. Je n'ai pas attrapé de serviette. J'ai regardé le chaos de la table des enfants. Puis j'ai regardé l'opulence de la table d'honneur. Je n'étais pas une fille, ce soir. J'étais la directrice régionale. Et je venais de repérer une violation des conditions générales de l'établissement. Le changement fut instantané. Le battement frénétique de mon cœur a ralenti pour adopter un rythme froid et constant. L'envie de pleurer, de supplier, de faire une scène, s'est évaporée, remplacée par la précision détachée de ma personnalité professionnelle. J'ai regardé Sophie, qui pleurait toujours à cause du jus renversé. Je n'ai pas tendu la main vers une serviette. Au lieu de cela, j'ai fait signe à l'un des membres du personnel de service, un jeune homme nommé Charles, que j'avais personnellement embauché il y a 6 mois. Il s'est précipité vers moi, les yeux écarquillés par la panique en voyant le désastre. Mademoiselle Waterloo, je suis tellement désolé. Laissez-moi aller chercher une serviette. Ce n'est pas la peine, Charles, ai-je dit, ma voix douce et grave. S'il vous plaît, escortez Sophie jusqu'à sa mère à la table d'honneur. Elle est contrariée et a besoin de ses parents. Charles a cligné des yeux, confus. Mais Madame Adrienne a dit que les enfants devaient rester ici avec vous. Les plans ont changé, ai-je dit en lui offrant un sourire figé et inflexible. Amenez-la à Hélène, maintenant. Il a hoché la tête, sentant le changement dans l'atmosphère, et a doucement guidé l'enfant en sanglots vers l'avant de la pièce. J'ai regardé l'impeccable sang-froid d'Hélène se fissurer lorsqu'un bambin tout collant et en pleurs a été déposé à côté de sa robe à paillettes. Elle m'a lancé un regard furieux, mais j'étais déjà en mouvement. Je suis sorti de la salle de bal, les lourdes portes en chêne se refermant derrière moi avec un bruit sourd et satisfaisant, étouffant les applaudissements qui venaient d'éclater pour le service de la salade. Le couloir était calme. J'ai pris une profonde inspiration, inhalant l'odeur du bois ciré et des lys frais. J'ai sorti mon téléphone de ma pochette et j'ai composé un numéro que je connaissais par cœur. Réception, Sabine à l'appareil. Comment puis-je vous aider? Sabine, c'est Élodie. Est-ce que Damien est dans son bureau? Damien était le directeur général du Saphir Impérial. C'était un homme de bien, juste mais ferme, et il devait son poste à ma recommandation 3 ans auparavant, lorsque le conseil régional avait voulu faire venir une personne de l'extérieur. Il respectait la hiérarchie. Mademoiselle Waterloo. Oui. Il est juste en train de terminer le rapport hebdomadaire des profits et pertes. Dois-je vous le passer? Non, ai-je dit en marchant vers les ascenseurs. Je descends dans le hall. Retrouvez-moi dans son bureau dans 5 minutes. Et Sabine, sortez le contrat pour le gala d'anniversaire des Waterloo du système. Préparez-le sur son bureau. Bien sûr, Mademoiselle Waterloo, est-ce que tout va bien? Tout est sur le point d'être corrigé, ai-je dit, et j'ai raccroché. Le trajet en ascenseur vers le bas m'a fait l'effet d'une descente vers la salle de crise. Mon esprit s'emballait, cataloguant chaque détail de l'accord que j'avais signé. La réduction famille et amis était fortement conditionnée à mon emploi actif et à mon parrainage. Mais plus important encore, l'exonération de la location de la salle, ce cadeau de 23 000 €, était traité sous un code d'entreprise spécifique, événement marketing à la discrétion de la direction. Techniquement, à des fins fiscales, cette fête était une dépense marketing pour l'hôtel, justifiée par les pistes commerciales potentielles présentes dans la pièce. C'était une zone grise que j'utilisais souvent pour des événements communautaires de grande envergure. Mais ce soir, en regardant la liste des invités remplie de vieux amis de golf retraités et de mères au foyer, la valeur marketing était inexistante. Je suis sorti dans le hall et j'ai marché à grands pas vers l'aile administrative. Les portes en verre de la suite de la direction se sont ouvertes et je suis entré directement dans le bureau de Damien. Il a levé les yeux, surpris, retirant ses lunettes de son nez. « Élodie, je pensais que vous étiez à l'étage en train de célébrer. Vous avez l'air. » Il s'est tu, remarquant la crispation de ma mâchoire. « Le contrat, Damien, ai-je dit en désignant le dossier que Sabine avait placé sur son bureau. Il me l'a tendu. Je l'ai ouvert.
C'était là, noir sur blanc. Client, Elodie Watrelot, famille Watrelot. Facturation, compte interne 8842. Statut promotionnel de la direction, gratuit. J'ai besoin de faire une modification au statut de facturation, ai-je dit en tirant un stylo de son pot à crayon. Une modification? Maintenant? L'événement est en cours, Elodie. Les plats principaux arrivent dans 20 minutes. Exactement, ai-je dit. Je révoque le parrainage de la direction avec effet immédiat. Damien m'a dévisagé. Elodie, si vous révoquez le parrainage, le système revient automatiquement au tarif standard. Cette facture va passer de 0 à près de 46 000 €, plus les 22% de frais de service obligatoires. J'en suis consciente, ai-je dit, ma voix dénuée de toute émotion. Les clients, monsieur et madame Mathieu Watrelot, ont fait une fausse déclaration sur la nature de l'événement. Ce n'est pas une fonction de réseautage d'affaires. C'est une fête de famille privée. En tant que telle, cela ne donne pas droit à l'exonération de l'entreprise. Damien a regardé l'écran, puis s'est tourné vers moi. Il a vu quelque chose dans mes yeux, la blessure enfouie sous des couches d'acier. Il n'a pas posé de questions. Il a juste hoché lentement la tête. D'accord. Alors, qui est le nouveau garant pour le paiement? Les hôtes, ai-je dit. Mathieu et Adrienne Watrelot, et les co-hôtes, Hélène et Olivier Watrelot. Divisez la facture en 4. J'ai écrit leur nom sur le formulaire de modification et j'ai apposé mes initiales à côté de l'annulation du code de gratuité. Encore une chose, ai-je ajouté. Puisque le compte n'est plus un compte d'entreprise, les conditions de crédit sont annulées. C'est la politique standard pour les événements privés sans historique de crédit. Damien a grimacé. Paiement immédiat exigé à l'achèvement du service ou suspension immédiate du service si le paiement ne peut être vérifié. Précisément, ai-je dit. Veuillez demander au directeur des banquets, Marcel, d'apporter la facture mise à jour à la table d'honneur. Discrètement, bien sûr, mais informez-les que la carte enregistrée dans le dossier, ma carte d'entreprise, a été refusée pour cette transaction. Ils doivent fournir un moyen de paiement valide pour le montant total immédiatement. Damien a hésité. Elodie, c'est l'anniversaire de vos parents. Cela va arrêter la fête nette. Ils voulaient une nuit mémorable, ai-je dit en me tournant pour partir. Je leur donne juste la facture pour ça. Je ne suis pas retourné dans la salle de bal. Je ne pouvais pas supporter de m'asseoir à nouveau à la table 19. Au lieu de cela, je suis allé sur le balcon de la mezzanine qui surplombait l'entrée de la salle de bal. De là, j'avais une vue parfaite sur les doubles portes et la zone du hall où les invités allaient se déverser si le camp les choses tourneraient mal. 10 minutes se sont écoulées. J'ai regardé sur le flux vidéo de sécurité de mon téléphone, auquel j'avais accès en tant que directrice régionale. À l'intérieur de la salle de bal, les serveurs débarrassaient les assiettes de salade. L'ambiance était joviale. Mathieu était à nouveau debout, microphone en main, racontant probablement une autre anecdote sur son sens des affaires. Puis les portes se sont ouvertes. Marcel, le directeur des banquets, est entré. Il avait l'air terrifié. Il portait un porte-addition en cuir noir. Il a marché droit vers la table d'honneur en plein milieu du discours de Mathieu. Je ne pouvais pas entendre les mots, mais je voyais le langage corporel. Mathieu a cessé de parler, agacé par l'interruption. Il a fait signe à Marcel de s'en aller. Marcel n'a pas bougé. Il s'est penché et a chuchoté quelque chose à Mathieu. Mathieu a ri, un grand rire tonitruant qui a sûrement résonné à travers la pièce. Il a secoué la tête et a pointé du doigt vers le fond de la salle, vers la table 19. Il me cherchait. Marcel a secoué la tête et a tapoté le dossier. Adrienne s'est penchée, son sourire vacillant. Hélène et Olivier avaient l'air confus. Marcel a ouvert le dossier et a présenté la facture. Même sur le petit écran de mon téléphone, j'ai vu la couleur quitter le visage de Mathieu. Ce fut comme si quelqu'un avait débranché une prise. Il s'est affaissé sur sa chaise. Adrienne lui a arraché le papier. Elle l'a lu, puis s'est levée si brusquement que sa chaise a failli basculer. Elle criait maintenant. Je pouvais voir sa bouche bouger, des mouvements secs et colériques. Elle pointait Marcel du doigt, puis elle a pointé le plafond. Puis elle a pointé son mari. J'ai envoyé un message texte à Marcel, ne pas engager la discussion.
Politique standard. Paiement ou pause. À l'intérieur de la salle de bal, Marcel a reculé et a fait signe au maître d'hôtel. Le serveur a hoché la tête et a parlé dans son casque. Soudain, le défilé des serveurs portant le plat principal, le filet mignon, s'est arrêté. Ils ont fait demi-tour et sont retournés dans la cuisine. La pièce est devenue silencieuse. Les invités ont commencé à regarder autour d'eux, à chuchoter. Pourquoi la nourriture repartait-elle? Pourquoi l'autre hurlait-elle sur le directeur? Mon téléphone a vibré. C'était Adrienne. Où es-tu? Viens ici tout de suite. Il y a une erreur avec la facture. Je l'ai ignorée. Puis Mathieu a appelé. Puis Hélène. Élodie, décroche le téléphone. Maman panique complètement. Ils disent que la facture est de 48 000 €. Tu as dit que c'était pris en charge. J'ai regardé Adrienne attraper son sac à main et sortir à grands pas de la salle de bal, Mathieu et mes frères et sœurs la suivant à la trace comme des canetons. Ils ont fait irruption dans le hall, leurs visages empourprés par un mélange de rage et de panique. Je me suis levé du banc sur la mezzanine et j'ai marché vers la balustrade, baissant les yeux vers eux. Élodie, a hurlé Adrienne en m'apercevant. Sa voix a fait écho sur les murs de marbre, attirant l'attention de tous les invités présents dans le hall. Descends ici. Ce directeur incompétent essaie de ruiner notre soirée. Il dit que nous devons 46 000 €. J'ai descendu le grand escalier lentement, savourant le cliquetis de mes talons. Je ne me suis pas précipité. Je ne me suis pas excusé. Quand j'ai atteint le bas, je me suis tenu devant eux. Ma famille. Les gens qui m'avaient assise avec les tout-petits. Il n'y a pas d'erreur, mère, ai-je dit calmement. La facture est correcte. De quoi parles-tu? A craché Olivier, s'avançant agressivement. Tu as dit que tu t'en étais occupé. Tu as dit que c'était offert. Je m'en suis occupé, ai-je dit. J'ai utilisé mes privilèges d'entreprise pour couvrir les coûts. Un privilège réservé aux partenaires, aux investisseurs et aux atouts précieux de l'entreprise. J'ai regardé Mathieu. Mais ce soir, j'ai réalisé quelque chose. Je ne suis pas un partenaire pour vous. Je ne suis pas un atout précieux. Je suis la babysitter. Oh, pour l'amour de Dieu, Élodie, Adrienne a levé les bras au ciel. Est-ce que tout ça est à cause du plan de table? Fais-tu sérieusement tout ça à cause d'une chaise? Tu es d'une telle mesquinerie. C'était un problème logistique. C'était une déclaration, les jeux corrigés. Vous m'avez assise à la table des enfants pendant que vous portiez un toast à l'unité familiale. Vous m'avez effacé de la table d'honneur tout en mangeant la nourriture que j'ai payée. Vous m'avez humilié devant 200 personnes. Nous ne t'avons pas humilié, a ricané Hélène. Tu fais du drame. Nous ne pensions tout simplement pas que cela te dérangerait d'aider avec les enfants. Tu es doué pour ce genre de choses. Le service. Exactement, ai-je dit, la voix s'endurcissant. Je suis dans le service, et en ce moment, je vous sers la facture. Nous ne paierons pas ça, a rugi Mathieu, son visage virant à une dangereuse nuance de violet. Je n'ai pas 46 000 € qui traînent pour un dîner. Tu répares ça, Élodie. Tu répares ça tout de suite. Ou que Dieu m'assiste. Ou quoi? Ai-je demandé en penchant la tête. Tu vas me déshériter? Tu vas arrêter de m'inviter pour les fêtes où je cuisine et nettoie pendant que vous regardez le football? Tu n'as rien pour me menacer, papa. Je paie mes propres factures. J'ai bâti ma propre carrière. Je n'ai pas besoin de toi. Je me suis tourné vers Marcel, qui se tenait respectueusement près du comptoir de la réception. Marcel, ont-ils fourni une carte? Non, mademoiselle Watrelot. Alors l'événement est terminé, ai-je dit. Veuillez informer la cuisine d'arrêter le service et demander à la sécurité d'aider les invités à sortir de la salle de bal. Tu ne peux pas faire ça. A hurlé Adrienne en m'agrippant le bras, ses ongles s'enfonçant dans ma peau. Nos amis sont à l'intérieur. Les deux Varennes, le maire. Tu vas nous humilier. J'ai regardé sa main sur mon bras, puis j'ai plongé mon regard dans ses yeux. Tu aurais dû y penser avant d'asseoir la directrice régionale à la table des enfants. Le hall du Saphir Impérial s'était transformé en un théâtre de l'absurde.
Adrienne sanglotait théâtralement dans un mouchoir. Mathieu hurlait dans son téléphone portable, essayant vraisemblablement de déplacer des fonds ou d'appeler un avocat qui ne répondrait pas un samedi soir. Et mes frères et sœurs me fixaient avec un mélange de haine et de confusion sincère. Ils ne m'avaient jamais vu comme ça. Ils ne connaissaient pas cette Élodie-là. « Élodie, tu gâches tout », a sifflé Hélène en s'approchant de moi. « Sais-tu à quel point c'est mauvais pour l'image de Marc ? Il a des partenaires dans cette salle. Si nous nous faisons expulser, il sera la risée de tous. Alors peut-être que Marc devrait payer la facture, ai-je suggéré froidement. C'est un partenaire, n'est-ce pas ? Sûrement que 11 500 € n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan pour un homme de sa stature. Hélène a reculé. Nous ne pouvons pas nous permettre ça. Nous venons d'acheter la maison d'été. Et Olivier, j'ai regardé mon frère, l'entrepreneur visionnaire. Sûrement que ton application peut financer ta part. Olivier a détourné le regard, frottant sa chaussure habillée hors de prix sur la moquette. Les liquidités sont serrées en ce moment, Élodie. Tu le sais. Alors, ai-je dit, ma voix résonnant clairement dans le hall, aucun de vous ne peut se permettre le style de vie dont vous faites étalage à l'intérieur. Vous êtes tous fauchés. Vous êtes tous des imposteurs. Et vous comptiez sur moi, la fille du service, pour subventionner vos délires de grandeur. La prise de conscience les a frappés comme un coup physique. Le silence qui a suivi fut lourd, étouffant. Élodie, a dit Mathieu, la voix tremblante, essayant une tactique différente. Il a arboré son visage de père déçu. Nous sommes une famille. Nous faisons des erreurs. Peut-être que le placement à table était un oubli. Mais on ne détruit pas sa famille pour une erreur. On arrange les choses. C'est ce que fait la famille. La famille, j'ai ri. Un son amer et tranchant. La famille, c'est ce à quoi vous avez porté un toast à l'intérieur pendant que j'essuyais du jus de pomme sur ma robe dans le coin. Tu ne veux pas d'une famille, papa. Tu veux un financier. Tu veux un membre du personnel qui ne demande pas de salaire. J'ai sorti mon téléphone. J'ai la confirmation d'annulation juste ici. Je peux appuyer sur confirmer, et les lumières de la salle de bal s'allument, la musique s'arrête, et le système de sonorisation annonce la fin de l'événement. Ou. J'ai fait une pause. Ou quoi? Adrienne a levé les yeux, l'espoir s'allumant dans ses yeux tachés de larmes. Ou vous pouvez retourner là-dedans, ai-je dit, et expliquer à vos invités pourquoi la directrice régionale de l'hôtel vient de démissionner du comité de planification familiale des Waterloo. Vous pouvez expliquer qu'il y a eu un malentendu avec la facturation parce que l'hôte, toi, papa, a oublié de garantir les fonds. Je ne peux pas leur dire que j'ai oublié de payer, a haleté Mathieu. Alors dis-leur la vérité, ai-je dit. Dis-leur que tu as essayé d'exploiter ta fille. Et qu'elle a finalement dit non. Soudain, les portes de la salle de bal se sont de nouveau ouvertes. Mais ce n'était pas un invité. C'était Madame Suzanne Gauthier, l'épouse du président de la banque qui détenait l'hypothèque sur la maison de mes parents. Elle a regardé autour du hall, nous a repérés et a froncé les sourcils. Adrienne, Mathieu, est-ce que tout va bien? Les serveurs emportent les verres à vin. Les gens commencent à être confus. Adrienne s'est figée. C'était son pire cauchemar. Une fissure dans la façade devant la seule personne qui contrôlait leur destin financier. C'est juste un détail technique, Suzanne, a balbutié Adrienne en s'essuyant les yeux. Une confusion avec le virement bancaire. En fait, ai-je interrompu en m'avançant. Ce n'est pas un détail technique. J'ai regardé Madame Gauthier dans les yeux. Je la connaissais. J'avais organisé le mariage de sa fille l'année dernière. Elle m'appréciait. Madame Gauthier, je m'excuse pour la perturbation. Mes parents semblent avoir dépassé leurs moyens pour cette célébration. L'hôtel exige un paiement pour continuer le service et, malheureusement, leur crédit a été refusé. Les sourcils de Madame Gauthier se sont haussés d'étonnement. Elle a regardé de moi à mon père transpirant et paniqué. Refusé? A-t-elle répété, pour une fête de 46 000 €? Élodie. A crié Mathieu en se jetant sur moi, mais Marc l'a retenu. Il semblerait que oui, ai-je dit. J'ai essayé d'aider, mais conformément à la politique de l'entreprise,
je ne peux pas autoriser d'autres dettes sur un compte dont les provisions sont insuffisantes. Des dettes? A murmuré Madame Gauthier. Mathieu, je croyais que vous aviez dit que votre portefeuille surperformait le marché ce trimestre. Mathieu virait à une nuance de gris pâle. Le château de cartes ne faisait pas que vaciller, il s'effondrait. C'est le cas. C'est le cas. A bredouillé Mathieu. Élodie ment. Elle est mécontente. J'ai la facture juste ici, ai-je dit, brandissant le dossier que Marcel m'avait donné, et l'autorisation refusée. Madame Gauthier a regardé le dossier, puis Mathieu, son expression passant de la confusion à un examen professionnel froid. Mathieu, a-t-elle dit, sa voix tombant dans un murmure. Nous devons avoir une réunion lundi au sujet de la garantie sur le prêt. Elle a tourné les talons et est retournée dans la salle de bal. Le silence qu'elle a laissé derrière elle était absolu. Mes parents m'ont regardé avec une pure horreur. Je venais d'exposer leur fragilité financière à la seule personne qui pouvait saisir leur maison. Petite sorcière, a sifflé Adrienne. Tu viens de tout nous coûter. Non, mère, ai-je dit, me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des années. J'ai juste arrêté de payer pour ça. Je me suis tourné vers Marcel. Ferme tout. Les mots ferme tout ont résonné dans le hall comme un coup de feu. Marcel a hoché la tête, son visage sombre mais professionnel, et a tapé sur l'oreillette qu'il portait. Allumez les lumières, coupez la musique, arrêtez le service. La sécurité aux portes, s'il vous plaît. À travers les portes vitrées de la salle de bal, j'ai observé la transformation. L'éclairage ambré, chaleureux et intime, a brusquement fait place à une lumière fluorescente crue et aveuglante. Le jazz doux qui jouait en fond sonore s'est coupé net, remplacé par le silence discordant de 200 invités confus. Adrienne a poussé un cri étranglé et s'est précipitée vers les portes, ses talons claquant frénétiquement sur le marbre. Mathieu a trébuché derrière elle, le visage figé dans un masque de panique. Hélène et Olivier, paralysés par l'ampleur absolue du désastre, sont restés là à me dévisager comme si une deuxième tête m'avait poussé. Je les ai suivis, non pas pour participer, mais pour être témoin. Je me suis tenu juste à l'intérieur du seuil, appuyé contre un pilier, les bras croisés. La scène à l'intérieur était chaotique. Les invités regardaient autour d'eux, se protégeant les yeux de l'éclairage vif. Les serveurs débarrassaient efficacement les tables, emportant les hors-d'œuvre à moitié mangés et les verres à vin intacts. Mathieu a atteint le microphone à la table d'honneur, tapotant frénétiquement dessus. Tout le monde, s'il vous plaît, tout le monde, a retenti sa voix, légèrement déformée par l'effet Larsen. Veuillez rester assis. Juste une petite difficulté technique. Nous sommes en train de régler cela. Il m'a regardé, les yeux suppliants. Répare ça, Élodie, je t'en prie. Mais je n'ai pas bougé. J'ai juste regardé. Puis une voix a fendu les murmures. C'était Madame de Varenne, la redoutable matriarche du cercle mondain de la ville, qui s'était levée à la table 4. Mathieu, a-t-elle interpellé, sa voix portant facilement sans microphone. Est-ce vrai? Est-ce que la fête est finie? Mathieu a balbutié. Non, non, absolument pas. Justin. Un malentendu avec la direction de l'hôtel. Ce n'est pas un malentendu, ai-je dit, ma voix claire et calme. Je n'avais pas besoin de microphone. Je projetais ma voix comme je le faisais lors des réunions d'information pour 500 employés. Le silence est tombé sur la pièce. Tous les yeux se sont tournés vers moi. Je me suis éloigné du pilier et j'ai marché vers le centre de la pièce. Je n'avais pas l'air en colère. Je n'avais pas l'air triste. J'avais l'air de la directrice régionale. L'événement a été annulé pour défaut de paiement, ai-je annoncé en m'adressant directement aux invités. Les hôtes, mes parents, ont été incapables de couvrir les frais de la soirée. Conformément à la politique de l'hôtel, nous ne pouvons pas continuer le service. Des halètements ont parcouru la pièce. Menteuse. A hurlé Adrienne, se précipitant sur moi par le côté. Elle ment. Elle fait ça pour nous contrarier. Elle est jalouse. Jalouse? Ai-je demandé en me tournant pour lui faire face. Jalouse de quoi, mère? Des dettes? Des mensonges? De la façon dont vous traitez votre propre fille? J'ai fait un geste vers le fond de la pièce,
vers la table 19. Vous m'avez assise à la table des enfants, ai-je dit, la voix s'élevant légèrement. À mes propres frais, j'ai payé pour cette salle. J'ai payé pour les fleurs. J'ai payé pour le vin que vous buvez. Et vous m'avez assise à côté de la cuisine parce que vous ne pensiez pas que j'étais assez importante pour m'asseoir avec les adultes. Les invités se sont tournés pour regarder la petite table triste dans le coin avec les crayons de couleur. Puis ils ont de nouveau regardé Adrienne. L'embarras sur son visage était viscéral. Elle aime les enfants, a crié Adrienne, désespérée. C'était une faveur. C'était une humiliation, les jeux corrigés. Et ça s'arrête maintenant. Je retire mon soutien financier. Si vous voulez que cette fête continue, vous pouvez payer la facture de 48 000 € en ce moment même. J'ai tendu le dossier noir que Marcel m'avait donné plus tôt. Qui veut payer? Ai-je demandé à la salle. Mathieu? Adrienne? Hélène? Olivier? Silence. Hélène a baissé les yeux vers ses chaussures. Olivier a fait semblant de regarder son téléphone. Mathieu avait l'air sur le point d'avoir une attaque. Personne? Ai-je demandé. Je me suis tourné de nouveau vers les invités. Je m'excuse pour le dérangement. N'hésitez pas à vous rendre au bar de l'hôtel dans le hall. Le premier verre est pour moi. Mais cet événement est terminé. Madame Gauthier s'est levée à nouveau. Elle a regardé Mathieu avec un mélange de pitié et de dégoût. Mathieu, a-t-elle dit doucement. Je crois que nous avons terminé ici. Elle a pris son sac à main et est sortie. Cela a brisé le barrage. Un par un, puis par groupe, les invités se sont levés. Ils évitaient tout contact visuel avec mes parents. Ils chuchotaient entre eux en sortant à la file indienne. Je n'arrive pas à y croire. Fauché. Mais il parle constamment de ses investissements. L'asseoir à la table des enfants alors qu'elle a payé. C'est affreux. Mes parents sont restés seuls sur la piste de danse, entourés de tables vidées de la ruine de leur réputation. Adrienne sanglotait sur l'épaule de Mathieu. Hélène et Olivier se disputaient avec leurs conjoints à voix basse et colérique. Je me suis approché d'eux une dernière fois. Joyeux anniversaire de mariage, ai-je dit, et puis j'ai tourné les talons et je suis sorti, les laissant dans la lumière éclatante et impitoyable de leur propre création. Dès le lundi matin, la nouvelle du désastre du gala s'était propagée dans les rumeurs mondaines de notre petite ville comme une traînée de poudre. La réputation d'investisseur avisé de Mathieu s'était évaporée du jour au lendemain. Madame Gauthier a tenu sa promesse. La banque a exigé le remboursement du prêt sur leur maison, invoquant une déclaration inexacte et significative d'actifs après avoir découvert que Mathieu avait utilisé des lignes de crédit pour financer leur style de vie, s'attendant à ce que je les renfloue un jour ou l'autre. Ils ont perdu la maison. Adrienne a dû emménager dans un petit appartement en copropriété, ce dont elle se plaignait sans cesse à quiconque voulait bien l'écouter, c'est-à-dire une liste de personnes de plus en plus restreinte. Le mariage d'Hélène et Marc a pris un coup dur. Il s'est avéré que Marc n'était pas aussi inconscient qu'il en avait l'air. Il était furieux qu'Hélène ait dissimulé l'instabilité financière de ses parents, ce qui, selon lui, donnait une mauvaise image de son propre jugement. Ils ont commencé une thérapie de couple, et pour la première fois, Hélène a dû trouver un emploi. Elle travaille comme réceptionniste dans une clinique dentaire maintenant. J'ai entendu dire qu'elle déteste ça. Olivier a déménagé dans un autre état. Son application n'a jamais été lancée, sans mes parents pour financer ses entreprises, il a dû accepter un emploi dans la vente. Nous ne nous sommes pas parlé depuis cette nuit-là. Quant à moi, je n'ai pas perdu mon emploi. En fait, Damien, le directeur général, m'a promu. Il a dit que j'avais fait preuve de compétences exceptionnelles en gestion de crise et d'une intégrité inébranlable. Je suis maintenant vice-présidente des opérations pour l'ensemble de la région. J'ai quitté mon appartement et j'ai acheté une petite maison avec un jardin, quelque chose que j'avais toujours voulu mais que je repoussais parce que j'économisais de l'argent au cas où la famille en aurait besoin. J'ai arrêté d'économiser pour eux. 6 mois après la fête, j'ai reçu une lettre d'Adrienne. C'était une longue note manuscrite et décousue. Elle ne s'excusait pas pour la table. Elle ne s'excusait pas pour les années de négligence. Au lieu de cela, c'était une tentative de me faire culpabiliser sur la difficulté de vivre plus petit et sur leur solitude. Tu nous manques, Élodie.
Nous voulons juste retrouver notre famille. Ne pouvons-nous pas laisser tout cela derrière nous? Je me suis assise dans mon nouveau jardin en buvant une tasse de café et je l'ai lu 2 fois. J'ai pensé à la table collante. J'ai pensé à la façon dont ils avaient regardé à travers moi. J'ai pensé aux 46 000 € que j'avais failli dépenser pour des gens qui ne connaissaient même pas ma couleur préférée. J'ai sorti un stylo et j'ai écrit une réponse simple sur du papier à en tête de l'hôtel. Je crains que cette réservation n'ait été annulée de façon permanente. Je l'ai postée le lendemain matin. Je travaille toujours au Saphir Impérial. Parfois, lorsqu'il y a un grand mariage ou un gala, je traverse la salle de bal avant que les invités n'arrivent. Je vérifie les tables. Je m'assure que l'éclairage est parfait. Et je vérifie toujours la table 19. Ce n'est plus qu'une table maintenant, mais pour moi, c'est un monument. C'est l'endroit où je me suis enfin affirmé. C'est l'endroit où j'ai appris que ma valeur n'est pas déterminée par l'endroit où les gens m'assoient, mais par l'endroit où je choisis de me tenir. Et je me tiens bien droite.